Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente... Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous. Chaque dimanche, avec nos invités, ils sont là. On vous donne envie de bien vivre votre âge avec le sourire. Alors, cette émission, elle est faite, et oui, pour vous. Que vous soyez enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on pense à eux. Aujourd'hui, on va parler de liberté de choisir son lieu de vie, comme justement vieillir, c'est ni une maladie, ni un déclin, mais de l'adaptation. Que faire lorsqu'un proche âgé devient soudainement plus fragile, notamment en période de canicule? Est-ce qu'on peut vivre pleinement une nouvelle étape de sa vie après 60, 70, 80 ans et plus, loin des clichés et des injonctions? Et puis, on va parler du body summer des seniors. Et oui, ils ont droit aussi à leur body summer, et si le plus bel été était celui de votre santé. Sud Radio, la vie devant nous. Nous recevons Bertrand Fougère, professeur de médecine, gériatre, et puis auteur du livre « L'âge, c'est dans la tête » aux éditions Vuibert. Alors comment justement continuer à bien vivre, même lorsqu'on avance en âge, pendant l'été et tout au long de l'année? Bonjour Bertrand. Bonjour Laurent. Alors les vagues de chaleur sont devenues un véritable enjeu de santé publique. Les personnes âgées sont les premières concernées notamment, mais aussi les jeunes enfants. Il existe des gestes simples pour prévenir les risques. Alors comment profiter pleinement de l'été sans mettre sa santé en danger? Pourquoi ces fortes chaleurs sont-elles beaucoup plus dangereuses après 70 ans ou 80 ans? Alors, elles sont plus dangereuses chez toutes les personnes vulnérables. Et les personnes âgées sont des personnes qui peuvent être vulnérables, notamment en raison de leur pathologie, des pathologies chroniques qui peuvent être présentes. Et donc le risque, c'est derrière qu'elles décompensent ces pathologies chroniques. C'est ça qui est surtout grave. Donc les conseils, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qu'on donne et que vous avez entendu des fois et des fois. Mais c'est bien essayer de rester dans un logement qui est plutôt fermé en journée. Essayer de faire ses activités plutôt très tôt le matin ou très tard le soir. Surtout bien s'hydrater. Et c'est un message important parce que les personnes qui vieillissent ont moins cette sensation de soif. Donc il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire et pour s'hydrater. Et puis surveiller, moi je le dis souvent, si vous avez une voisine âgée, de la famille âgée, c'est le moment de prendre des nouvelles. C'est le moment de savoir comment ils vont, parce que ça peut aller très vite. Moi, je l'ai vu aussi dans des situations. J'étais de garde il y a 15 jours. C'est quoi les premiers signes, justement? Les premiers signes, en tout cas, de vraie déshydratation, c'est les gens qui peuvent avoir, on dit, une rupture par rapport à l'état antérieur. Donc, c'est des propos qui peuvent être confus, des gens qui sont très fatigués, on voit des muqueuses sèches. Là, pour le coup, ça doit être alertant et on doit pouvoir consulter à ce moment-là, à la fois, soit consulter son médecin traitant, soit, si c'est beaucoup plus grave, si les gens sont vraiment confus, directement les emmener aux urgences. Donc, les réflexes indispensables, c'est une alerte pour boire de l'eau, et il y a peut-être d'autres choses, non? Voilà, c'est une alerte pour boire de l'eau, dans le sens il faut s'hydrater de façon régulière, donc vraiment toutes les heures se dire je bois au moins mon verre d'eau, et puis qu'il y ait au moins 1,5 litre, 2 litres par jour, parce qu'on sait que la sudation est aussi moins efficace aussi chez les personnes âgées. C'est des aliments aussi riches en eau, on dit les concombres, les tomates, etc. C'est vraiment essayer le plus possible d'être dans un environnement plutôt au frais, tempéré, et puis surtout, j'allais dire vraiment rompre l'isolement, on va en reparler probablement, mais faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas tout seuls, et notamment tout seuls en danger. Alors, quels aliments privilégier justement? Parce que lorsqu'il fait chaud, et ça, quel que soit son âge, on a tendance plutôt à aller vers des salades, mais on peut peut-être avoir des carences. Est-ce qu'il faut changer son alimentation? Alors, en tout cas, il faut faire en sorte qu'on garde, moi je le dis souvent, cet apport en protéines. L'apport en protéines, alors il est important parce que la protéine, c'est ce qui fait votre muscle, et le muscle, c'est ce qui fait votre autonomie. Donc celui qui ne va plus prendre de protéines, et donc quand on pense aux protéines, on pense bien sûr à la viande, mais il n'y a pas que la viande, le poisson, les œufs, mais il y a même il y a des protéines végétales, et ce qui est important d'ailleurs, c'est de pouvoir avoir une diversification aussi de ces sources en protéines. Donc on peut faire des salades, mais des salades aussi avec des pois chiches, c'est des sources de protéines, des salades avec des œufs durs, c'est très bien aussi. Ça peut être en tout cas intéressant. Et après voilà, des aliments riches en eau, c'est bien pour aussi favoriser l'hydratation. Et après on a souvent moins faim quand même pendant ces périodes-là. Ça ne veut pas dire moins manger, ça veut dire aussi fractionner. En fait, vos 3 repas quotidiens, ça sera peut-être 4, 5 repas, du moment que vous ayez vos apports journaliers suffisants, mais ça peut être plus fractionné dans la journée, et c'est pas grave. Alors, là aussi, cette légende urbaine, on pense très souvent, on nous dit d'ailleurs, attention aux accidents cardiaques, etc. Il faut arrêter toute activité physique. C'est quoi le vrai du faux? Alors, la canicule, c'est rester au calme là, dans un environnement, voilà, mais c'est pas rester s'enfermer.
Ça veut pas dire canicule, on s'enferme, on arrête de faire toute activité. Parce qu'en fait, si on reste sans bouger, et les périodes de canicule, elles vont revenir, elles vont être potentiellement de plus en plus longues. En 2030, hein. Et donc il faut se dire que la vie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a un épisode caniculaire. Après, il faut le faire au bon moment. Aller faire de l'activité physique à midi ou à 14h en pleine journée, c'est vraiment pas raisonnable. En revanche... Pour tout le monde d'ailleurs. Pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, les premiers accidents au début qu'on a vus dans la période de canicule, c'était plutôt des jeunes qui faisaient de l'activité physique en pleine journée. Donc c'est important de continuer à faire de l'activité physique. L'activité physique, je le rappelle, c'est de l'activité physique en endurance. Il faut faire en sorte que le cœur batte et conçu. Et il y a de l'activité physique en résistance, ça on peut aussi le faire à la maison, c'est de faire un peu de musculation, c'est-à-dire que porter des packs d'eau, essayer de se lever de sa chaise sans les accoudoirs, monter des escaliers, tout ça c'est un peu de musculation. Et puis des étirements et travailler aussi l'équilibre. Tout ça, ça peut être fait aussi dans son quotidien, aussi dans son environnement de vie. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sortir dehors et faire son footing. On trouve d'ailleurs les bons gestes peut-être à faire dans quelques bonnes vidéos. Oui, je pense. Et dans quelques bons livres. Voilà, je vous donnais un peu le... Alors, on parle souvent en fait, du corps, mais beaucoup moins du moral. En quoi la vie sociale est-elle aussi importante que l'alimentation ou l'exercice? On le met généralement de côté si... En fait, l'Organisation mondiale de la santé, elle dit, et elle en a rajouté d'ailleurs 2 autres, il y avait 6 grandes capacités, maintenant elle en a rajouté 2 autres, qui sont pour vieillir en santé. Dans ces grandes capacités, il y a la mémoire, la mobilité, la nutrition, la vue, l'audition, le moral, et donc ils viennent d'en rajouter d'autres, avec les fonctions urinaires et l'environnement. D'accord. Donc on voit bien que le moral et l'environnement de vie sont des fonctions essentielles pour vieillir en santé. Et pourquoi? En fait, c'est assez simple. En fait, moi je le dis souvent, on est des animaux de meute. On a besoin de vivre tous ensemble pour avoir aussi ce sentiment d'utilité sociale, de ne pas être un poids pour les autres et pour la société. Les gens, ils le disent souvent. Enfin, quand ils se sentent utiles, ils ont toujours envie de vieillir. Alors, justement, et puis écoutez Sud Radio et La vie devant nous. Donc ça aussi, ça participe en fait à lutter contre l'isolement. L'été, justement, c'est une période où tout le monde part en vacances. C'est quoi les effets de la solitude sur la santé? Ça peut être très rapide, en fait. Alors, ça peut être très rapide et surtout, un de mes messages, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que on sait que pendant l'été, votre médecin traitant, il va partir en vacances. Peut-être les gens qui passent à votre domicile vont partir en vacances. Peut-être que votre aide ménagère qui vient régulièrement va partir en vacances. Et votre famille va partir en vacances. Donc tout ça, ça se prépare. Ça se prépare à la fois sur les traitements dont on peut avoir besoin. Ça se prépare parce qu'il y a plein de solutions qui peuvent exister aussi pour rompre cet isolement. Et parce que, notamment dans les villes aussi, les CCAS ont aussi des actions importantes là-dessus. Les centres communaux d'action sociale. Voilà. Exactement. Vous en avez un dans chaque mairie et c'est de très bons conseils. Pour les aides, notamment. Et puis ils font faire aussi beaucoup d'activités. En tout cas, ils sont très bien pour ça. Donc ça se prépare pour justement ne pas se retrouver dans une situation qui serait à la fois désagréable pour des paramètres de santé, et puis à la fois désagréable parce que être seul pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on sait que justement l'isolement, et c'est le travail notamment des petits frères des pauvres qui font des rapports aussi tous les ans quasiment sur le sujet, c'est même de l'espérance de vie en moins de se sentir isolé et seul. C'est là où il y a les tiraillements entre les enfants, les parents, les petits-enfants, ou les grands-parents, où les parents restent un peu à domicile, et puis d'autre part, il peut y avoir de la culpabilité. Alors, justement, on va parler peut-être, pour éviter cette culpabilité, les vacances. Est-ce qu'elles peuvent être aussi bénéfiques pour un senior? Parce qu'ils ne sont pas forcément tous obligés de rester chez eux, dans la mesure où ils peuvent partir en famille ou être aidés. À quel âge, ou est-ce qu'il existe un âge, en fait, où il faudra arrêter de voyager? Alors non, surtout pas. Surtout pas. Il y a un moment, l'âge est un très mauvais critère et il n'y a pas d'âge pour voyager. C'est votre livre en plus. C'est pas du tout un bon critère, ce critère de l'âge. En revanche, je reviens sur ce que je martèle en permanence. Ça se travaille et ça s'anticipe. C'est-à-dire que les vacances, même quand on est senior, elles doivent être choisies. Et donc, en fait, si ça fait plaisir à la personne de rester chez elle et d'avoir organisé un autre plan d'aide ou de pouvoir aller faire des activités de proximité parce qu'elle n'a pas du tout envie de partir en voyage, très bien. Si en revanche elle a envie de partir en voyage, mais que justement elle a besoin aussi d'un environnement plutôt de soins, ou pas d'ailleurs, qu'elle a envie d'un voyage organisé ou pas, ou si elle a envie de partir toute seule, pouvoir... Voilà. Le tout, c'est que ça se prépare, ça se décide pas du jour au lendemain. À partir du moment où potentiellement on a quelques pathologies, potentiellement on perd un peu son autonomie, et on anticipe ces situations, et c'est comme ça que c'est le mieux vécu à la fois pour les gens,
qui ont l'impression quand même de ne pas être soit isolés, soit même être pris dans cette culpabilité aussi d'être un poids pour leurs enfants. Et puis c'est rassurant aussi pour les aidants de se dire que c'est organisé et que la personne qui est autour d'eux est bien aussi. Merci Bertrand Fougère, vous restez avec nous, vous êtes professeur de médecine et gériatre, anticiper reste souvent la meilleure façon d'éviter justement les décisions prises dans l'urgence. Restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite avec cette question: faut-il vieillir chez soi à tout prix, avec notre invité Thibaut Sartini du groupe Emera. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes dans La vie devant nous, votre émission qui casse les clichés sur les seniors, mais pas que. Et on a le plaisir d'accueillir Thibaut Sartini, directeur général du groupe Emera. Alors bonjour Thibaut, les résidences médicalisées souffrent encore d'une image très négative, pourtant elles évoluent beaucoup. Comment savoir justement quand elles deviennent une solution plutôt qu'un renoncement? Alors j'ai une première question que les auditeurs certainement brûlent de poser. Pourquoi les Français attendent-ils souvent trop longtemps avant d'envisager justement une résidence médicalisée? Écoutez, permettez-moi de vous présenter d'abord le groupe Emera. Nous sommes un groupe français, pan-européen, présent dans 7 pays, 130 établissements, 11 000 résidents accueillis chaque année et environ 9 000 collaborateurs. Vous n'êtes pas nouveau, vous êtes sur la profession, donc vous connaissez de quoi il parle. De quoi vous parlez là? Ça serait quoi justement ces solutions? Si vous voulez, moi je suis né comme déjà aide-soignant, puis je suis devenu infirmier, donc je connais bien le secteur du tout début, on va dire, du terrain. Donc il est vrai que souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens n'anticipent pas forcément. On n'aime pas voir la vieillesse, on n'aime pas se voir vieillir. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à repousser à plus tard, systématiquement, au lieu de l'anticiper, de regarder la vieillesse en face. Donc chez Emera, si vous voulez, on a fait le choix de donner droit de cité à la vieillesse. Comment on embellit la vieillesse, comment on rend plus beau les moments, justement pour redonner une belle image de nos secteurs d'activité, parce qu'il y a des belles histoires quotidiennement. J'imagine, et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs pour en parler. À quel moment faut-il commencer justement à réfléchir à cette solution? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge. Il faut avoir confiance de sa propre vieillesse déjà. Il faut travailler sur soi tout au long de sa vie. Savoir qu'on va devenir vieux, que c'est inéluctable, que ça fait partie de la vie, bien évidemment. Ce n'est pas une maladie. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est la continuité de la vie. Ouais, exactement. C'est une chance. Ouais. Plus on devient vieux, plus on est chanceux. Ouais. C'est ce qu'on peut se dire. Simplement, absolument. Il faut qu'on arrive à anticiper nos besoins futurs. On ne peut pas arriver à 79 ans, 80 ans, sans avoir éventuellement pensé à une solution pour son futur. De même que pour l'aménagement des logements, parce que nous, on a une solution après le domicile. Le but, c'est que, bien évidemment, même le gouvernement le pousse, que l'on reste à domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Alors justement, quels sont les signes qui montrent qu'il devient difficile de rester seul à domicile? Parce que c'est vrai que les Français veulent tous rester à domicile, mais quels sont les signes qui font que peut-être il faut se poser ces questions et c'est pas un renoncement en fait, c'est juste une continuité? Écoutez, vous savez, il y a deux enjeux. Celui de l'organisation familiale, de la partie des aidants. Il faut savoir qu'un salarié sur 4 aujourd'hui est un aidant. Donc savoir sa disponibilité. Ils sont 11 millions, on les salue d'ailleurs. Ils sont énormément, ils font un travail formidable parce qu'ils accompagnent leurs proches quotidiennement. Et nous, on est là aussi pour leur apporter une solution, pour les soulager, pour qu'ils gardent toujours cette relation familiale préservée. On est là pour offrir des solutions. Vous voyez, chez Emera, par exemple, lorsqu'une personne entre, on a mis en place les familles d'accueil, qui sont des familles qui vont être parrains, marraines, des familles qui vont arriver, qui ont eu le même parcours, parce que souvent on se sent coupable de mettre son proche, c'est mal le terme, bien sûr, en maison de retraite. Il y a un côté on culpabilise en fait. On culpabilise. Donc nous, on a décidé de mettre des familles ambassadrices qui vont être là pour accueillir ces personnes-là, pour parler le même langage qu'eux, qui sont passées par le même parcours, par le même cheminement, de façon à pouvoir aussi répondre aux interrogations que les gens pourraient se poser. Ouais, ça, on voit que vous êtes toujours, mais de l'autre côté, au travers de votre parcours d'aide-soignant, d'infirmier, et donc vous avez pu ressentir en fait ces familles un peu parfois dans la peine. Exactement, je l'ai vécu moi-même, personnellement, on a tous une famille également. Je l'ai vécu aussi dans le cadre personnel, on a fait, vous savez, un parcours de Français à l'étranger, vous êtes accueillis par d'autres familles à l'étranger. Je me suis dit, pourquoi ne pas transposer cela
aux établissements. Vous parliez tout à l'heure d'une image à redonner et de montrer les belles histoires. Je pense que les familles aussi doivent s'impliquer. On doit impliquer les familles dans notre accueil et dans cette démarche-là. C'est très important. Alors justement, en quoi aujourd'hui une résidence médicalisée est-elle différente de l'image des anciens EHPAD ? Parce que ça, ce livre et ce mot en fait fait peur. Qu'est-ce que vous avez aménagé, amélioré, qui fait que voilà, on a tourné une page ? Je pense que si vous voulez, le secteur n'était pas connu à l'époque. Donc il n'avait pas été connu de la bonne façon. Maintenant, si on aime voir le verre à moitié plein, c'est plutôt très intéressant, puisqu'on a dû réformer, moderniser, on est plus contrôlé. Nous, chez MRA, vous voyez, typiquement, on a mis tout en place, notamment en termes de contrôle interne, de normes qualité, d'implication des familles au sein des établissements et au sein du groupe également, mais de la formation des collaborateurs et de la prévention des risques qui pourraient arriver. Ça nous fait travailler également sur la charge de travail quotidienne de nos collaborateurs, de façon à préserver la qualité et de l'accompagnement des personnes que nous avons en charge. Oui, et justement, alors avec le docteur Bertrand Fougère, on parlait de l'été, qui est une période particulière. Est-ce que je crois que vous avez mis en place des séjours temporaires, c'est une bonne solution, ça, pour commencer un peu à s'adapter, ou en tout cas à prendre soin de soi ? C'est une solution qui a un double objectif. Proposer déjà un répit pour les dents, qui a besoin aussi de se Bien reposer. sûr. Si on veut que les dents soient efficaces, il faut qu'ils puissent se reposer, de façon même temporaire. Et également pour la personne, pour connaître l'EHPAD de l'intérieur. On va pouvoir y vivre pendant 1 mois, 2 mois, parfois 15 jours. Ça permet aussi de s'adapter en douceur, de comprendre ce qu'on y fait et de le vivre vraiment de l'intérieur, aussi bien pour la famille que pour la personne accueillie. Ouais, parce que vous préparez aussi, enfin vous proposez aussi des séjours, ça c'est la première fois que je l'entends, pour les aidants, des séjours de repos en quelque sorte. Des séjours de répit. Exactement. Répit, ouais. Et ça consiste en quoi ? Vous avez les dents qui peut aller. On a aussi une offre de résidence-service qui sont des appartements. D'accord. On peut les mettre dans un appartement et avoir le proche qui est en maison de retraite. Et ils ne sont pas séparés, si vous voulez, mais ils sont accompagnés, ce qui évite à l'aidant d'avoir la charge de la personne, on va dire, soignée ou de son proche, H24. Ouais. Donc là, on vient prendre le relais sans couper le lien qui parfois est très fort. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le couper, mais c'est nécessaire pour les dents parfois de prendre du recul, du repos pour être plus efficace. Oui, tout à fait. Et puis ça permet d'avoir une approche familiale, de pas séparer en fait les parents, les grands-parents et les petits-enfants. Alors même parfois, je me permettrais de vous dire mari et femme. Parfois, vous avez un des deux qui est aidant de l'autre, et souvent on voit que les dents s'épuisent avant la personne soignée, et ce qui est un vrai problème. Donc on doit aussi préserver les dents, le ménager, et arriver un peu en coach, entre guillemets, pour qui dure le plus longtemps possible. On a une pensée pour eux. Quel bénéfice, justement, vous observez chez les personnes qui découvrent ce type de séjour ? Parce on a parlé dans les scandales des EHPAD, justement, de malnutrition, voire de dénutrition, de décès quasi immédiats. Enfin, voilà. C'est quoi les bénéfices, là ? Mais tout dépend du prisme sur lequel on se place. Si vous voulez, les bénéfices sont très simples. C'est qu'on comprend qu'il y a une équipe de professionnels diplômés, bien sûr, notamment des médecins, des infirmiers qui font un travail et un soignant formidable quotidiennement, sans oublier bien évidemment les agents du service hôtelier qui font le ménage, les cuisiniers, tout chez nous en fait est relié à la personne et un soin à part entière. C'est pas parce qu'on est cuisinier, pour moi la cuisine est un soin également, et chez MRA on a à cœur d'avoir de la cuisine faite localement, d'ouvrir nos portes à l'extérieur. On parle de sociabilisation, de laisser la vie sociale, et on est là pour que les personnes puissent continuer à avoir des liens sociaux, pour éviter qu'elles se renferment et qu'elles plongent un peu dans l'enfermement qui pourrait les amener vers une fin moins belle. Voilà. Simplement, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos établissements doivent être ouverts sur l'extérieur, et ces gens... Oui, ce qui est l'inverse en fait de ce qu'on a connu. On ne vit pas entre 4 murs enfermés, on ne va pas cacher la vieillesse, c'est inéluctable, on l'a dit tout à l'heure. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ouvre nos portes. Nous, chez MRA, on a décidé de mettre en place les MRA Café. C'est quoi ? C'est la place du village d'antan que vous retrouvez au sein de l'établissement, et les gens peuvent se retrouver là. Vous avez des associations, tout le monde. C'est ouvert à l'extérieur, c'est ouvert à l'intérieur, les familles peuvent venir. Bertrand. Vous avez un lieu dans le lieu, si vous voulez. D'accord. Un peu un salon de thé et café. C'est très concret. Alors, peut-être une question pour vous deux. Allez, vieillir chez soi, justement, c'est le souhait de près de 9 Français sur 10. Peut-on toujours bien vieillir chez soi ? Est-ce que c'est... Voilà, à un moment, est-ce qu'il faut se faire à l'idée, en fait, qu'à un moment donné, peut-être, il faut choisir un autre chez soi ? Moi, je pense qu'il y a un premier message, c'est de se dire que, et c'est bien de le rappeler aussi aux auditeurs,
l'âge moyen d'entrer dans les EHPAD, dans les résidences médicalisées, c'est 87 ans. Donc ça veut dire que les gens qui rentrent dans les EHPAD à 87 ans, ils ont vécu 87 ans à domicile. Donc en fait, quand les gens disent « je veux vieillir à domicile », ils ont vécu 87 ans à domicile. Et ils rentrent, oui, à l'EHPAD, peut-être à 87 ans, pour les 2-3 dernières années de leur vie, parce que justement, ils sont dans une situation de fragilité importante, à la fois cognitive ou physique, ou des pathologies chroniques là-dessus. Mais en fait, ils ont réussi le projet de vieillir à domicile. C'est quand même un vrai message, celui-là. Ensuite, derrière, se dire « je vieillis à domicile, comment je dois m'organiser ?» Vieillir à domicile, ça ne veut pas forcément dire « je vis dans le domicile sur lequel j'ai vécu les 40 dernières années ». C'est aussi de se dire, oui, j'habitais une maison avec 2 étages parce que j'avais 4 enfants et que il y avait plein d'escaliers, voilà. Peut-être que le rester à domicile, ça veut dire habiter dans un appartement avec un ascenseur, avec des aides qui sont mises en place. Et c'est ça aussi, vieillir à domicile. Et c'est aussi penser à demain en se disant, si vraiment je peux plus rester à domicile, qu'est-ce que j'ai envie ? Et ça permet aussi de déculpabiliser les aidants. On entendait tout à l'heure Thibaut nous dire, des fois, c'est un peu dur pour les enfants de dire « je mets mon parent à l'EHPAD ». Mais en fait, moi, j'aimerais bien que ça disparaisse. En fait, je voudrais que les gens se disent au moment où j'arrive dans cette situation-là, j'ai choisi et c'est ça que je voudrais. Et le fait d'y penser ne veut pas dire que vous allez y aller. Je dis souvent, les gens préparent leur mort, ça ne les fait pas mourir. Préparer sa perte d'autonomie ne fait pas perdre son autonomie. Thibaut Sartini, à partir de quel moment... Ça, c'est une question peut-être difficile, mais à partir de quel moment ça coûte plus cher de rester chez soi que d'être dans une résidence médicalisée ? Et c'est une excellente question. Je pense qu'à partir du moment où vous avez besoin d'une aide H24, liée à votre état de santé, votre pathologie, le professeur Fougère parlait tout à l'heure de l'état cognitif, qui peut rapidement... Vous savez que 30% des personnes qui arrivent dans les établissements sont atteintes de pathologies neurodégénératives, Alzheimer ou apparentées. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le domicile n'est plus possible. Vous avez besoin d'une surveillance H24, de lieux qui sont adaptés. Donc après, c'est pas évident d'y répondre comme ça, mais nous, on est là pour offrir des solutions qui consentent de prendre ces personnes-là en soins de façon correcte et adaptée à leurs besoins surtout. Et il y en a pour, j'imagine, tous les budgets, puisque vous avez des résidences qui sont un peu réparties sur toute la France. C'est pas une et qui sont à la fois dans les centres-villes comme en dehors des villes. Quels conseils donneriez-vous justement aux enfants qui s'inquiètent pour leurs parents mais n'osent pas aborder le sujet ? Ça, c'est un vrai tabou, de toute façon. Et j'ai envie de dire déjà d'écouter votre émission qui va donner des informations supplémentaires, de ne pas hésiter à venir visiter les établissements, se renseigner, on est toujours ouvert à tout le monde. Et vous savez, chez Meurad, on est en train de mettre en place une chaîne de diffusion YouTube avec de l'information pour le grand public. Donc venez, on a les portes qui sont grandes ouvertes pour vous accueillir, pour vous expliquer ce qu'on y fait, comment on fait, comment on accueille les personnes et surtout ce qu'on y fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'en à l'évidence, on va tous vieillir. Donc autant l'anticiper dès maintenant pour, comme disait Bertrand Fougère tout à l'heure, ne pas le prendre comme un mur qui nous arrive sans l'avoir anticipé. Merci beaucoup Thibaut Sartini. Je rappelle, vous êtes directeur général du groupe EMRA. Et merci Bertrand Fougère, professeur de médecine, pour cet échange. Et puis anticiper, vivre avec son âge, avec énergie. Bien vieillir, c'est souvent se donner les moyens de décider pour soi-même et pour ses proches. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis dans La Vie devant nous ce dimanche. Et puis c'est chaque dimanche, justement. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain, qui est un peu chaud en ce moment sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30. Et pour ceux qui souhaitent écouter, partager l'émission La Vie devant nous en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio et sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit, portez-vous bien. Sud Radio, La Vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.